Oradour, souviens-toi, souvenons-nous, souvenez-vous, de ce 10 juin 1944. Cette époque dominée par le totalitarisme nazi et le régime politique français du maréchal Pétain, promouvant la discrimination et la haine raciale. Ce jour-là, à Oradour-sur-Glane, village jusque-là épargné par la Seconde Guerre mondiale, fut anéanti par une division SS, tuant et brûlant 643 hommes, femmes et enfants pour la seule raison de leur présence. Toutes les preuves du passage des nazis et du massacre ayant été effacées, si 6 personnes comme mon grand-père n'avaient pas survécu et partagé leur mémoire, il n'aurait pas été possible de vous partager l'histoire du village lors de ce jour. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de ce village ou trop peu, restez afin de connaître, se souvenir et transmettre aux générations qui vont nous suivre avec un seul mot d'ordre, plus jamais ça. Le 10 juin 1944, il y a une division SS, la division Das Reich, environ 200 hommes qui vont mener une opération à Oradour. Ils doivent traverser la région du Limousin, qui est reconnue comme étant une région extrêmement résistante, pour rejoindre le front de Normandie. Et en traversant cette région, ils reçoivent l'ordre de mener une opération de terreur. Le but est de terroriser notamment les populations civiles afin qu'elles ne puissent pas se rattacher à la résistance et venir en soutien à la résistance qui est déjà active dans le secteur. En début d'après-midi, le 10 juin 1944, il est environ 14 heures quand la division arrive à l'entrée d'Oradour, côté Limoges, donc entrée sud du village. La division s'arrête à l'entrée du bourg, des soldats descendent des camions et puis la colonne de véhicules monte la rue principale du village, puisque Oradour-sur-Glane est ce qu'on appelle un village-rue qui se compose d'une rue principale et quelques petites rues adjacentes. Quand les soldats arrivent, ils se trouvent devant la maison avec un de ses amis, Martial. Ils discutent devant la maison, notamment du match de foot qui doit avoir lieu le lendemain, quand ils entendent un bruit métallique, et ce sont les véhicules qui sont en train de remonter la rue. Donc ils regardent les véhicules passer, ils comprennent que ce sont des Allemands. Martial, donc lui qui a eu peur et qui dit je m'en vais, quitte mon grand-père à ce moment-là. Il va aller se réfugier dans la maison familiale et il va pouvoir effectivement sauver sa vie à ce moment-là. Mon grand-père reste donc devant chez lui, et puis assez rapidement les soldats qui étaient donc postés à l'entrée sud et l'entrée nord du village descendent et remontent la rue principale de chaque côté en se dirigeant vers le cœur du village, en prenant soin de demander à toute la population, qui est alors déjà quasiment toute dans la rue, puisque le convoi est suffisamment exceptionnel pour que les gens soient sortis dans la rue voir ce qui se passait à ce moment-là. La population est donc amenée en direction de la place du Champ de Foire, qui est donc la place centrale du village. Dans un premier temps, les mouvements et la circulation sur la place sont libres. Donc mon grand-père va aller voir sa petite sœur Denise, qui est avec sa classe, et puis sa maîtresse d'école. Il va la voir simplement pour la rassurer, puisqu'elle a 9 ans et que en tant que grand frère, il va avoir 19 ans. Il va simplement l'embrasser pour la rassurer et lui dire que ce sera bientôt terminé. Et pour lui, il n'y a pas de peur à avoir à ce moment-là. Et c'est ce que la grande majorité de la population va penser
penser à ce moment-là. Pourquoi les gens ne s'inquiètent pas? Tout simplement parce qu'à Oradour, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il y a pas de maquis, il n'y a pas eu d'action de résistance spéciale à ce moment-là. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une opération de représailles à Oradour. Et donc tout le monde à cette époque-là sait qu'effectivement quand il y a des actions qui sont menées, il peut y avoir des représailles, mais à Oradour, il n'y a aucune raison à cela. Et donc tout le monde se dit c'est un moment à passer et ça va bientôt se terminer. Ensuite, les soldats vont demander à la population de se séparer d'abord en deux grands groupes. Ils vont mettre les femmes et les enfants sur la partie gauche de la place. Aujourd'hui, on a la voiture. Donc c'est environ 450 femmes et enfants qui sont amenés sur la partie gauche de la place. Et puis les hommes, eux, sont amenés sur la partie, on leur demande de se rassembler sur la partie droite de la place et de se mettre en rang par trois, puis de se mettre face au mur. Les soldats vont ensuite demander aux femmes et aux enfants de les suivre. On explique aux femmes et aux enfants qu'ils vont être amenés dans un autre lieu que la place du Champ de Foire. Et donc on les amène en direction basse du village. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont été amenés vers l'église. Donc au moment où les femmes et les enfants quittent la place, mon grand-père, lui, qui est donc dans le groupe des hommes, reste sur la place du Champ de Foire et voit partir les femmes et les enfants en direction basse du village. Sa mère se retourne, lui adresse un regard, mais voilà, il n'y a pas de grande effusion de sentiments à ce moment-là, juste les uns regardent les autres partir et c'est simplement ça qui se passe. Les hommes qui sont sur le champ de foire, les soldats vont donc alors donner une raison à leur venue et à ce qui se passe. Les soldats expliquent qu'ils ont reçu une information qui dit qu'il y a des armes de guerre qui sont cachées dans le village, que donc ils vont les rechercher et que tous ceux qui ne sont pas concernés et inquiétés seront relâchés. Les soldats expliquent donc pour procéder à la perquisition, ils vont séparer les hommes en différents groupes et amener ces groupes dans des granges, des hangars et des garages afin qu'ils soient gardés le temps de la perquisition. Il y a donc plusieurs groupes qui sont constitués de tailles différentes et puis chaque groupe est amené vers un lieu différent, le garage des Ourteaux, le Chédony, la Forge Beaulieu, entre autres. Et mon grand-père se retrouve lui dans le dernier groupe qui est aussi le plus important en termes de nombre. Ils sont entre 50 et 60 hommes. Quand ils quittent la place du Champ de Foire, ils sont amenés dans ce que l'on appelle la Grange Lodi. Les 5 soldats qui ont encadré le groupe pour les mener de la place du Champ de Foire jusqu'à la Grange Lodi, eux installent leurs armes. Encore une fois, les hommes se disent ce sont des soldats, ils ont des armes, ils nous gardent avec des armes, c'est normal, ils nous tiennent en joue simplement pour qu'on ne tente pas de fuir ou de se rebeller. Il va donc y avoir un soldat qui va rentrer dans la grange, qui va prendre un balai, il va balayer la dalle au sol, il va installer son trépied. Sur son trépied, il installe son arme. Un autre soldat, lui, a les munitions autour du cou et il donne les munitions à son collègue. Le cinquième, il y en a 2 donc, qui s'installent au sol, derrière les armes. Et puis un des soldats, lui, rentre dans la grange, contourne le groupe d'hommes qui est là. Mon grand-père et ses amis se sont assis dans la paille et le foin. Il fait très chaud et ils ont des discussions de jeunes. Ils sont plusieurs jeunes à discuter, toujours de ce fameux match de foot qui doit avoir lieu le lendemain. Mon grand-père a souvent dit on ne s'inquiétait pas et pourquoi nous on se serait inquiété alors qu'on n'était que des gamins. Avec nous il y avait dans la grange des hommes, des vétérans de la guerre de 14-18. Eux savaient ce qu'était la guerre et si eux ne se sont pas inquiétés, pourquoi nous on se serait inquiété. Et donc personne ne s'inquiète à ce moment-là.
Un des soldats va pénétrer dans la grange, contourne le groupe d'hommes et fait signe à ceux qui sont assis de se lever. Donc mon grand-père et ses amis se lèvent et rejoignent le reste du groupe. Le soldat revient à l'entrée de la grange et au moment où il revient à l'entrée de la grange, il va y avoir une très forte détonation dans le village, un coup de feu, une détonation, une grenade qui explose, on ne sait pas. On ne sait pas où a lieu cette détonation, mais en tout cas cette détonation, c'est le signal de l'exécution des hommes et donc simultanément dans tous les lieux de massacre masculin. Donc à ce moment-là, c'est la fusillade. Mon grand-père qui se trouve à l'arrière du groupe est protégé par les autres. Il chute, il est au sol et les autres tombent sur lui. Et il a souvent dit que c'était ça qui l'avait protégé et surtout qui l'avait sauvé. Il avait été sauvé par ses camarades. La fusillade dure un certain temps, puis elle s'arrête. Les soldats pénètrent dans la grange, ils montent sur les corps des hommes et tous ceux qui ont encore un brin de vie sont achevés au revolver. Mon grand-père a la tête d'un de ses copains sur la cuisse, il sent la balle qui lui tire dans la tête pour l'achever. Et puis les soldats repartent. À ce moment-là, il y a des hommes qui se plaignent, qui appellent leur femme, leur mère en tout cas, qui sont en train de mourir. Et puis les soldats reviennent. À ce moment-là, ils déposent sur le corps des hommes du matériel inflammable qu'ils trouvent dans la grange, des fagots, de la paille, tout ce qu'ils trouvent à disposition. Ils le déposent sur le corps des hommes et puis ils mettent le feu. Le feu se propage assez rapidement et puis mon grand-père sent d'abord ses cheveux et les poils de son corps brûler. Il se camoufle comme il peut sous le corps des autres, mais il y a un moment où le feu l'atteint et la douleur est telle qu'elle est insupportable. Il se dit je suis en vie mais je refuse de mourir brûlé vif, donc je vais me dégager, sortir et les soldats qui sont à l'entrée de la grange me tueront en me tirant dessus, mais je préfère mourir d'une balle que mourir brûlé vif. Il passe dans la fumée, le feu et sur le corps des autres et puis il se rend dans l'étable qui est en face de la grange Lodi. Dans cette étable, il aperçoit une silhouette, la silhouette d'un homme. Il est effrayé, il pense que c'est un soldat. Après réflexion, il s'est dit qu'il s'agissait peut-être de Monsieur Poutaro, le garagiste du village, qui lui aussi était dans la grange Lodi et lui aussi est sorti de la grange Lodi. Malheureusement, dans sa fuite, il a été vu par les sentinelles qui montaient la garde dans la rue du cimetière et il a été abattu. On a retrouvé son corps dans un fossé. Mon grand-père ne rentre donc pas dans cette étable puisqu'il est effrayé par cette silhouette et il décide de rentrer dans la dernière étable qui est ouverte, qui est une étable à cochons. Il se cache dans ce petit espace réduit et il attend quelques minutes jusqu'à ce qu'il entende parler français. Il se réfugie donc dans la dernière étable, une petite étable à cochons dont la porte est ouverte. Il se cache quelques minutes dans cette étable jusqu'à ce qu'il entende parler français. Il sort donc de sa cachette et il retrouve les 4 autres hommes à être sortis de la grange Lodi, Monsieur Roby, Monsieur Broussaudier, Monsieur Dartou et Monsieur Bory. Il se trouve donc dans la cour intérieure de la ferme Lodi. Il trouve refuge dans un petit recoin entre deux bâtiments pour essayer d'être à l'abri des regards. Ils savent que les soldats sont toujours dans le village. Monsieur Bory, qui est maçon de profession, remarque que la maçonnerie est en mauvais état et donc les 4 hommes avec leurs couteaux vont gratter les maçonneries pour dégager les pierres et former une ouverture dans le mur du bâtiment adjacent. Le mur est à environ 1,50 m de hauteur et donc les 4 hommes passent par cette ouverture et se retrouvent dans une étable dans laquelle se trouvent des fagots et du foin et donc ils vont se cacher.
pour certains sous le fenil, et pour mon grand-père et monsieur Bory, ils vont aller se cacher sur le tas de fagots. Au moment où ils sont juste cachés, il va y avoir 2 soldats qui pénètrent dans l'étable. Ils viennent incendier les lieux, puisqu'après avoir tué les hommes, les soldats s'affairent à incendier l'intégralité du village. Et donc il va y avoir un soldat qui va monter à l'échelle. Il sera à peu près au niveau de la cachette de mon grand-père et de monsieur Bory. Il va craquer 2 allumettes et mettre le feu au tas de paille et au tas de fagots qui s'embrasent immédiatement. Quand le feu les atteint, eh bien, ils sortent de leur cachette. Monsieur Bory, mon grand-père et Marcel Dartout restent tous les 3, et les 2 autres quittent les lieux par le trou qui avait déjà été fait précédemment. Ils se réfugient dans l'étable d'à côté, puisque celle dans laquelle ils avaient trouvé refuge est en flammes, et ils vont se réfugier dans des petits clapiers à lapins en briques qui sont à l'extérieur des bâtiments. Depuis ces clapiers, ils peuvent voir le mouvement des soldats dans la rue du cimetière, et ils voient le temps que mettent les sentinelles pour monter et descendre la rue. Mathieu Bory leur dit donc: on va sortir de ces clapiers quand les soldats seront absents, et on va aller de l'autre côté de la place, derrière le mur. Mathieu Bory sort donc le premier, il traverse la place et se cache derrière le mur. Mon grand-père sort le second, il prend soin de demander à Jean-Marcel Dartout s'il a besoin de quelque chose avant de le quitter. Jean-Marcel est bien plus blessé que lui, notamment aux jambes. Et puis il quitte le clapier, lui aussi, et il se retrouve derrière le mur de la maison en face avec Mathieu Bory. Enfin, Jean-Marcel Dartout les suit et les rejoint eux aussi dans la cour de la maison d'en face. Jean-Marcel Dartout, qui est grièvement blessé, décide de rester caché dans le jardin de cette maison. Il va pouvoir se faire quelques pansements avec le linge qui a été étendu dans le jardin. Et il va se cacher dans la végétation et rester là une bonne partie de la nuit pour se préserver des soldats et puis du feu qui a envahi tout le village. Mathieu Bory, lui, n'habitait pas dans le bourg d'Oradour-sur-Glane. Il propose donc à mon grand-père de rentrer avec lui. Il habite dans un des hameaux aux alentours. Pourquoi mon grand-père ne souhaite pas le suivre? En tout cas, il n'a pas envie de se retrouver dans une maison à ce moment-là, et donc ils s'échappent tous les 2 par le cimetière du village, puis ensuite leurs routes se séparent. Mathieu Bory rentre donc chez lui, et mon grand-père part à travers la campagne. Quand la nuit tombe, il est effrayé par la nuit et par ce qui vient de lui arriver, et donc il va voir une maison avec une fenêtre éclairée. Il frappe à la porte de cette maison, un homme lui ouvre. Bien sûr, il faut imaginer qu'il n'a plus de cheveux, qu'il est plein de suie et de sang. Et donc, quand l'homme lui ouvre la porte, il lui dit: mais d'où viens-tu dans cet état? Et il dit: je viens d'Oradour et les soldats ont tué tous les hommes à Oradour. L'homme lui répond: si vous les aviez laissés tranquilles, ils ne vous auraient rien fait, parce que l'homme qui lui ouvre à ce moment-là pense qu'il a affaire à un maquisard ou un résistant qui aurait participé à une opération. Il ne peut pas imaginer que le massacre d'Oradour vient de se passer, et de se passer de la manière dont il s'est passé. Dans cette maison, qui est dans le hameau de Martinerie, mon grand-père va retrouver 3 personnes qui habitaient également dans le village d'Oradour. Ce sont les enfants Pinède. Ces enfants appartiennent à une famille de juifs originaires de Bayonne qui étaient venus se réfugier à Oradour au moment de la guerre. Au moment du rassemblement, le père et la mère de la famille sont allés au rassemblement, mais le père a pris soin de cacher ses 3 enfants sous l'escalier de la maison. Et ces enfants, dans l'après-midi, pendant le massacre, ont quitté leur cachette et ont pu sortir du village avec l'aide d'une sentinelle qui les a laissés passer. Mon grand-père se retrouve donc dans la même maison que ses enfants. Ils se connaissent bien puisqu'ils sont quasiment voisins dans le village, et qu'il a presque le même âge que les filles Pinède. Forcément, quand il arrive à Martinerie et qu'il explique à l'homme qui l'accueille que les soldats ont tué tous les hommes à Oradour,
C'est le drame pour les enfants Pinède puisque les filles comprennent que leur papa, qui est allé au rassemblement, est donc très probablement mort à Oradour. Mon grand-père essaye de les consoler comme il peut, mais c'est difficile. Et pour les consoler, il leur explique que les papas sont morts, mais que demain, ils retrouveront leur maman. Quand il leur dit ça, c'est qu'il est absolument persuadé que les femmes et les enfants ont été amenés à l'extérieur du village et que lui aussi retrouvera sa mère et ses sœurs. Il ne sait pas encore que le massacre des femmes et des enfants a eu lieu dans l'église. Mon grand-père explique que le drame pour lui est à ce moment-là, puisqu'il a longtemps dit si je n'avais vécu que les événements de la Grange Lodi, j'aurais pu apprendre à vivre avec et je m'en serais sûrement remis. Mais le plus dur à vivre, c'est la perte de ma mère et de mes sœurs. C'est d'apprendre qu'ils n'ont pas épargné les femmes et les enfants, et c'est l'horreur de l'église qui est restée pour lui un lieu extrêmement symbolique. La question du devoir de mémoire, elle n'arrive pas immédiatement, puisque forcément, pour qu'on puisse parler de mémoire, il faut laisser le temps passer. Donc, les événements ont lieu en 1944, mais la mémoire au sens du témoignage, tout ça ne va commencer que dans les années 80. Donc, il y a d'abord effectivement 40 ans de silence, et puis les premiers témoins vont commencer à disparaître. Marguerite Roufange décède en 1988. C'est une femme qui était très discrète, qui a très peu parlé, et donc avec elle s'en va son témoignage et son histoire. Et au moment de ses obsèques, mon grand-père se rend compte qu'avec elle s'en va son histoire et qu'elle aura peu parlé, elle n'aura pas écrit. Et il se dit, mais si on agit tous de cette manière, si on reste tous avec notre propre histoire, eh bien, que restera-t-il de nous? Quel sera l'avenir d'Oradour après nous? Et puis les années 90, c'est aussi les premiers temps de la mémoire, les témoins de la Seconde Guerre mondiale, les rescapés de la Shoah, par exemple, commencent eux aussi à parler à ce moment-là. Les rescapés de la Shoah, comme les rescapés d'Oradour, expriment plutôt les mêmes sentiments. Ils disent on a vécu quelque chose de tellement dur qu'il a été difficile d'en parler immédiatement après, puisque d'une part les gens voulaient oublier la guerre, voulaient avancer, et puis ce qu'on leur racontait était tellement horrible que c'était pas audible. Et donc, on a préféré se taire plutôt que d'imposer notre souffrance aux autres. Dans les années 90, c'est aussi les débuts de la réflexion sur vraiment la mémoire, où on commence à comprendre qu'il faut que l'on parle parce que le souvenir passera notamment par la parole. Donc mon grand-père a commencé à écrire, et puis il va aussi commencer à parler. À la fin des années 90, début des années 2000, on réfléchit à un projet de centre de la mémoire pour pouvoir expliquer le drame d'Oradour-sur-Glane. Et puis quand ce centre de la mémoire est inauguré, eh bien, on demande à mon grand-père de venir rencontrer les classes, par exemple, et donc c'est comme ça qu'il va commencer à témoigner. Le témoignage, ça va aussi être une thérapie pour lui, ça va lui permettre de pouvoir partager cette expérience avec le plus grand nombre, et notamment avec les plus jeunes. Il était très attaché à la jeunesse, et c'est ce qui l'a toujours motivé dans son travail de mémoire. Moi, je nais dans ces années 90, et donc j'assiste à cette évolution de son rôle de témoin. Je le vois s'exprimer devant des classes, devant des délégations officielles, et je comprends qu'il est en train de prendre un rôle institutionnel qui n'est plus le rôle de simple témoin d'un événement historique, et il incarne vraiment ce devoir de mémoire avec beaucoup de conviction, et il est persuadé que c'est une mission primordiale. Moi, il va me conduire sur ce chemin-là et m'élever avec ces valeurs-là, en me disant qu'il fallait se souvenir, parce que ce qui était arrivé à Oradour pourrait de nouveau arriver, et que le fanatisme peut conduire à des événements extrêmement tragiques et dramatiques et douloureux, et que donc il fallait se souvenir pour que plus jamais de telles choses puissent arriver. Il m'a souvent dit j'espère que vous n'aurez jamais à connaître la guerre et à connaître les événements que j'ai pu traverser.
Et donc il a témoigné pendant des années et moi j'étais avec lui à regarder son travail et j'ai très vite compris qu'effectivement l'enjeu était important et que les générations qui se succédaient devaient pouvoir se souvenir d'Oradour et d'autres événements parce que d'une part ça fait partie de notre histoire nationale, mais aussi parce que aujourd'hui on n'est jamais à l'abri. Il peut de nouveau y avoir des événements, des engrenages qui s'additionnent et qui nous mènent une nouvelle fois à des événements dramatiques ou à des idéologies qui pourraient être dangereuses. Et donc mon grand-père nous a toujours alertés sur ces choses-là pour que on puisse être préservé et essayer de défendre un monde en plein de liberté et de fraternité, de solidarité. Et donc c'était des valeurs qui étaient extrêmement importantes pour lui. Aujourd'hui, on sait qu'on est extrêmement soutenu par l'État en général qui comprend que l'enjeu de la mémoire est un enjeu primordial pour la nation, pour la jeunesse, pour l'histoire, pour tout un tas de valeurs et d'institutions qui ont du sens pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, on peut s'inquiéter de se dire est-ce que on aura ce soutien longtemps. On voit la montée des extrêmes à droite comme à gauche qui peuvent être une alerte pour nous et est-ce que on pourra toujours défendre les valeurs d'Oradour et de la mémoire. On n'en est pas certain aujourd'hui et c'est quelque chose qui nous alerte beaucoup.